Alors que le mariage de ma sœur approchait, je me suis assise à côté d'elle pour l'aider avec la liste des invités. Et c'est là que j'ai remarqué que mon nom manquait. Je lui ai donc demandé, « Tu n'invites pas ta propre famille ?» C'est alors que ma mère a dit, « Ne discute pas. C'est son jour. Ne ramène pas tout à toi. » Papa a ajouté, « Certaines personnes ne cadrent tout simplement pas avec certains événements. » J'ai ri, en faisant semblant que ça ne me faisait pas mal. Le jour du mariage, je suis restée à la maison jusqu'à ce que mon téléphone explose de photos du marié attrapant ses cheveux, de gens qui criaient, le chaos partout. Maman m'a appelée en larmes, me suppliant de l'aide. J'ai juste regardé mon écran et j'ai murmuré. Le salon semblait plus petit que d'habitude ce soir-là, au début du mois de septembre. Madison avait tout étalé sur la table basse, plan de table, échantillons de faire-part, nuanciers de couleurs, et des teintes de rose poudré et de champagne. Notre mère rôdait à proximité avec un verre de vin, faisant des suggestions toutes les quelques minutes sur les arrangements floraux et les angles de photographie. J'étais passée après le travail, spécifiquement parce que Madison m'avait envoyé un texto pour me demander de l'aide. Ma sœur voulait un autre avis sur les derniers ajustements de la liste des invités. Elle avait dit, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de soucieux du détail. C'étaient ses mots exacts. Le mariage était dans 8 semaines, et apparemment, certains cousins avaient des empêchements qui libéraient quelques places. J'étais donc là, penchée sur le tableur soigneusement imprimé, parcourant des noms que je reconnaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Les Henderson du bureau de papa, les amis du club de lecture de maman, les sœurs de sororité de Madison, des cousins éloignés de l'Ohio que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Mon doigt traçait les colonnes. Quelque chose clochait, même si je n'arrivais pas à identifier quoi au début. Puis, ça m'a frappé comme une douche froide. Je suis revenue au début et j'ai vérifié à nouveau, plus attentivement cette fois. Toujours rien. Madison, dis-je en gardant ma voix stable. Où est mon nom ? Elle ne leva pas les yeux de l'échantillon de faire-part qu'elle examinait. HM ? Sur la liste des invités. Je ne me vois nulle part. La pièce devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Maman posa son verre de vin avec un léger cliquetis. Madison croisa enfin mon regard, et quelque chose dans son expression me noua l'estomac. « Tu n'invites pas ta propre famille ?» ai-je demandé. Avant que Madison ne puisse répondre, maman s'avança. « Ne discute pas. C'est son jour. Ne ramène pas tout à toi. » La voix de papa vint de l'embrasure de la porte. Je ne l'avais même pas entendu entrer. Certaines personnes ne cadrent tout simplement pas avec certains événements. J'ai ri. Le son est sorti étranglé, artificiel, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Rire valait mieux que l'alternative. D'accord. Bien sûr, mon erreur. Jenna, tu dois comprendre, commença Madison. Non, vraiment, ce n'est pas grave. J'ai rassemblé mon sac à main et ma veste. Je comprends tout à fait. Place limitée, contraintes budgétaires, tout ça. Ce n'est pas une question de budget, dit papa d'un ton sec. Maman lui lança un regard. William. Quoi ? Autant qu'elle le sache. Madison veut que sa journée soit parfaite. Et toi ? Il laissa sa phrase en suspens, mais sa signification flottait dans l'air comme de la fumée. J'avais été une déception familiale depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Tandis que Madison traversait l'école privée avec des A partout, j'avais lutté avec un TDAH non diagnostiqué que personne n'avait pris la peine d'examiner. Quand elle a été acceptée à Yale, j'ai fini dans un community college. Elle avait décroché un poste en marketing dans une entreprise du Fortune 500. J'avais ouvert une petite librairie indépendante qui rentrait à peine dans ses frais la plupart des mois. Les comparaisons avaient commencé tôt. Les dîners de famille où papa rayonnait devant le bulletin de Madison tout en jetant à peine un regard au mien. Les réunions de Noël où les parents demandaient à Madison des nouvelles de ses stages impressionnants et me demandaient si j'étais toujours en train de me chercher. Même maintenant, à 27 ans, je pouvais sentir le poids de leur déception chaque fois que j'entrais dans une pièce. Madison, à 30 ans,
avait toujours été l'enfant prodige, de 3 ans mon aîné et infiniment plus réussi à leurs yeux. Ce qui rendait les choses pires, c'est que j'aimais réellement ma vie. La librairie n'était peut-être pas impressionnante, mais elle était mienne de toutes les manières qui comptaient. Je connaissais chaque client par son nom. J'organisais des groupes de lecture pour les enfants le samedi matin. J'avais créé un espace qui ressemblait à un foyer pour les gens qui en avaient besoin. Mais pour ma famille, le succès ne comptait que s'il venait avec un titre prestigieux et un salaire à 6 chiffres. Madison avait toujours été différente avec moi, cependant, ou du moins c'est ce que je pensais. En grandissant, elle avait été ma protectrice. Quand les enfants à l'école se moquaient de mes vêtements de friperie, elle partageait son argent de poche pour que je puisse m'acheter quelque chose de neuf. Quand j'ai raté mes SATS, elle était restée debout tard pour m'aider à étudier pour le rattrapage. Quand nos parents ont rejeté mes rêves d'ouvrir la librairie, les qualifiant d'irréalistes et de risqués, Madison avait été celle qui m'avait dit de foncer. Elle m'avait même donné $1000 pour les frais de démarrage. Je l'avais remboursé en 2 ans, mais le geste avait tout signifié. Mais elle était ma sœur, ma seule sœur. Nous avions partagé une chambre pendant 16 ans. Elle avait été là quand j'avais eu le cœur brisé en secondes. Je l'avais aidée à étudier pour son permis de conduire. Nous avions préparé des encas de minuit ensemble et regardé des films nuls et ri jusqu'à en avoir le souffle coupé. Je me souviens de la nuit avant son départ pour l'université. J'avais 13 ans, elle en avait 16, et nous étions restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin à parler de tout et de rien. Elle avait pleuré, disant que je lui manquerais terriblement. J'avais promis que nous nous parlerions tous les jours, et nous l'avions fait, pendant un certain temps, jusqu'à ce que sa nouvelle vie l'absorbe, et que je devienne quelqu'un à qui elle prenait des nouvelles par obligation plutôt que par désir. Pourtant, je pensais que nous avions quelque chose de solide sous tous les changements de surface, une fondation construite sur une histoire partagée et une affection sincère. De toute évidence, je m'étais bercé d'illusions. Apparemment, rien de tout cela ne comptait plus. Profite de ta journée parfaite, dis-je en me dirigeant vers la porte. Personne n'a essayé de m'arrêter. Les semaines qui ont précédé le mariage ont été une torture. Mon téléphone s'est rempli de messages du groupe de discussion familiale sur les essayages de robes et les plans pour l'enterrement de vie de jeune fille. Chaque notification était comme un petit coup de couteau. J'ai mis les conversations en sourdine, mais je n'ai pas pu me résoudre à les quitter complètement. J'ai rencontré Tyler exactement 3 fois avant les fiançailles. Il avait l'air assez gentil, poli, bien habillé, travaillait dans la finance. Madison sortait avec lui depuis 2 ans, mais elle l'amenait rarement aux réunions de famille. Maintenant, je comprenais pourquoi. Elle avait soigneusement sélectionné les parties de sa vie qu'il voyait. Je me suis surprise à faire des choses pathétiques comme faire défiler l'Instagram de Madison pour voir les mises à jour du mariage. Elle avait créé une story à la une spéciale appelée « Road to Mrs. Garrett » qui documentait chaque étape du processus de planification, visite de lieu, dégustation de gâteaux, shopping pour la robe avec maman et ses demoiselles d'honneur. Sur chaque photo, tout le monde avait l'air radieusement heureux. Il y avait des photos d'un enterrement de vie de jeune fille à Miami. Madison et 8 de ses amis les plus proches, dont aucune n'était moi, buvant des cocktails sur un yacht. La légende disait, entourée de mes personnes préférées au monde. J'ai fixé cette légende pendant un temps embarrassant. Pas même un qualificatif comme « certaines de mes personnes préférées ». Juste une déclaration générale qui effaçait complètement mon existence. Mes propres amis ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Sarah, que je connaissais depuis le community college, m'a demandé si je voulais aller faire du shopping pour la robe pour le mariage de Madison. J'ai dû expliquer que je n'étais pas invitée. Le regard sur son visage, un mélange de choc et de pitié, m'a donné envie de disparaître. Le mariage de ta propre sœur, avait-elle dit. C'est insensé. Que as-tu fait? J'ai existé. Apparemment, il doit y avoir plus que ça. Mais il n'y avait rien. C'est ce qui me tenait éveillé la nuit, à repasser chaque interaction que Madison et moi avions eue au cours de la dernière année, à la recherche du moment où j'avais franchi une ligne invisible. Avais-je dit quelque chose d'offensant à Thanksgiving, fait une blague inappropriée à l'anniversaire de papa, oublié un jalon important?
Je ne trouvais rien. La seule chose dont j'étais coupable, c'était d'être moi-même, la fille imparfaite, la sœur qui ne réussissait pas, le membre de la famille qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Le travail est devenu mon refuge. La librairie était calme la plupart des jours, me donnant le temps de me perdre dans l'inventaire et les commandes des clients. Ma collègue, Diane, a remarqué que quelque chose n'allait pas, mais n'a pas insisté. Elle m'a juste apporté du café et m'a demandé si je voulais parler. Je ne voulais pas. Un après-midi particulièrement mauvais, j'ai craqué en rangeant des retours dans l'arrière-boutique. Je suis restée là, à pleurer au milieu des boîtes de livres, à m'apitoyer sur mon sort. Diane m'a trouvée et n'a pas dit un mot. Elle s'est juste assise à côté de moi par terre et a attendu que je sois prête à parler. Ma sœur se marie, ai-je finalement dit. Et je ne suis pas invitée. Mon Dieu, pourquoi ? Parce que je ne suis pas assez bien pour sa journée parfaite. Diane, qui n'avait rencontré ma famille qu'une seule fois à la fête d'anniversaire de la librairie il y a 2 ans, a fait un bruit de dégoût. Ta famille, c'est quelque chose. Ils ne sont pas tous mauvais. C'est juste. Ils ont des attentes, des standards, et je ne les atteins pas. Ce n'est pas de ta faute. C'est de la leur, d'être superficielle. J'ai ri malgré moi. Diane avait une façon de couper court aux absurdités, mais même son soutien ne pouvait pas complètement apaiser la douleur. Je me surprenais à penser aux traditions de mariage dont Madison et moi avions discuté quand nous étions enfants. Comment nous nous étions promises d'être la demoiselle d'honneur de l'autre. Comment nous plaisantions sur le fait de faire des discours embarrassants qui feraient pleurer de rire tout le monde. Comment nous avions prévu de recréer la recette du gâteau de notre grand-mère pour nos mariages respectifs. Tout cela avait été jeté comme des ordures. Je ne valais même pas une invitation par pitié pour m'asseoir au fond et être ignorée. 3 jours avant le mariage, Madison m'a envoyé un texto directement pour la première fois depuis des semaines. Peux-tu aller chercher la robe de maman chez le retoucheur ? Elle est trop occupée. L'audace de la chose m'a stupéfiée. Non invité au mariage, mais toujours censé faire des courses. Toujours utile pour les basses besognes que personne d'autre ne voulait faire. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière avant de répondre. Bien sûr. Même exclu, j'étais toujours utile pour les courses. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai récupéré la robe, une monstruosité lavande qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, et je l'ai déposée chez mes parents quand je savais qu'il n'y aurait personne à la maison. Je l'ai laissée accrochée à la porte d'entrée avec un mot. Je ne suis pas entrée. Je ne pouvais pas supporter de voir les photos de famille qui bordaient le couloir. Toutes les images de Madison et moi ensemble, enfants. La preuve d'un lien qui, apparemment, ne signifiait rien. Maintenant, la veille du mariage, j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fière. J'ai rédigé un texto à Madison. Je l'ai effacé. J'en ai rédigé un autre. Je l'ai aussi effacé. Finalement, je me suis contentée de quelque chose de simple. J'espère que ta journée sera tout ce dont tu as rêvé. Je le pense sincèrement. Elle a répondu en quelques minutes. Merci. Ça me touche beaucoup. Vraiment ? Est-ce que tout ce que je disais ou faisais signifiait encore quelque chose pour elle ? Ou n'étais-je qu'un détail à régler proprement avant son grand jour ? Je n'ai pas répondu. Le samedi est arrivé avec un temps parfait. Ciel dégagé, brise légère, température autour de 24 degrés. Madison serait ravie. Elle avait vérifié les prévisions de manière obsessionnelle pendant des mois, terrifiée que la pluie ne gâche sa cérémonie en plein air au vignoble de Riverside. Je me suis réveillée tard, je me suis fait des pancakes, et j'ai délibérément évité les réseaux sociaux. Mon plan consistait en un marathon de New York, police judiciaire, un pot de glace, et absolument aucune pensée à ce que je manquais. Vers 14 heures, mon téléphone s'est mis à vibrer de manière répétée. Je l'avais laissé sur le comptoir de la cuisine, et les vibrations étaient si constantes que j'ai finalement vérifié. La première notification venait de ma cousine amie, à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an. OMG, tu vois ça ? Puis ma tante Barbara, où es-tu ? C'est de la folie.
Une ancienne collègue que j'avais oublié être connectée au cercle de Madison, le mariage de ta sœur est partout sur Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes mains tremblaient en ouvrant Instagram. Le hashtag du mariage de Madison était déjà en tendance locale. Les photos les plus récentes n'étaient pas les clichés romantiques de la cérémonie que j'attendais. La première image montrait Madison dans sa robe de créateur coûteuse, son visage déformé par le choc ou la douleur. Tyler, son désormais mari, que je connaissais à peine, avait sa main emmêlée dans ses cheveux soigneusement coiffés. Pas doucement. Son visage était rouge, sa bouche ouverte en plein cri. Mon estomac s'est tordu malgré tout. Voir ma sœur en détresse a déclenché quelque chose de primal, un instinct protecteur que des années de blessures n'avaient pas complètement tué. La photo suivante capturait des chaises renversées. Des invités avec leur téléphone sorti, des expressions allant de l'horreur à l'excitation voyeuriste. Le verre de champagne de quelqu'un s'était brisé sur le sol. Je pouvais voir maman en arrière-plan, la main sur la bouche, papa essayant de se frayer un chemin à travers la foule. Une autre montrait la mère du marié essayant de l'éloigner tandis que la demoiselle d'honneur de Madison se tenait figée. La demoiselle d'honneur, Brittany, l'une des sœurs de sororité de Madison, avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Quelle meilleure amie elle s'avérait être. J'ai continué à faire défiler. Plus de chaos. L'organisatrice de mariage l'air paniquée. Le photographe continuant de prendre des photos malgré, ou peut-être à cause du, désastre qui se déroulait. Ces photos feraient certainement le portfolio de quelqu'un, mais pas de la manière dont Madison l'avait prévu. Quelqu'un avait posté une vidéo. Contre mon meilleur jugement, j'ai cliqué sur play. L'audio était chaotique. Des cris, des pleurs, des murmures confus des invités. La voix de Tyler dominait tout le reste. Tu te crois si parfaite. Tu te crois meilleure que tout le monde. Eh bien, tu ne le es pas. Tu es juste une contrôle fric. La vidéo s'est coupée quand quelqu'un a bousculé le téléphone. Une autre vidéo, un angle différent. Celle-ci montrait Madison essayant de se dégager de Tyler pendant qu'il la tenait, toujours en hurlant. Son voile s'était partiellement détaché, pendant à un angle bizarre. Les milliers de dollars qu'elle avait dépensés en coiffure et maquillage étaient gaspillés alors que le mascara coulait sur son visage. Lâche-moi. Sa voix, aiguë de panique et d'humiliation. La réponse de Tyler était incohérente, pâteuse. Quelqu'un a finalement réussi à se mettre entre eux. Le témoin, peut-être. La vidéo s'est terminée brusquement. Un direct était toujours en cours. Un cousin que je connaissais à peine narrait les événements en temps réel. Alors le marié vient de se faire escorter par la sécurité et la mariée est littéralement enfermée dans les toilettes et personne ne sait quoi faire. J'ai fermé l'application. Mes mains tremblaient encore plus maintenant. Une partie de moi se sentait vengée. Le mariage parfait que Madison avait priorisé sur sa propre sœur s'était transformé en cauchemar. Le jour qu'elle voulait sans défaut était devenu une catastrophe virale. Chacune des 200 personnes qu'elle avait invitées avait été témoin de son humiliation. Mais une autre partie de moi se sentait juste mal. Madison ne méritait pas ça. Personne ne méritait que ce qui devrait être l'un des jours les plus heureux de sa vie se transforme en spectacle public. Oui, elle m'avait blessée. Oui, elle avait été cruelle. Mais voir son monde imploser en temps réel ressemblait moins à de la justice qu'à une tragédie. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement, et encore. Finalement, j'ai répondu. Jenna, Dieu merci. La voix de maman était rauque de pleurs. Tu dois venir ici tout de suite, s'il te plaît. Madison a besoin. Nous avons besoin. A besoin de quoi? Demandai-je froidement. Il s'est passé quelque chose de terrible. Tyler a commencé à boire avant la cérémonie et puis pendant le toast il a juste. Il a perdu les pédales. Il a commencé à crier sur Madison à propos de quelque chose, je ne sais même pas quoi. Et puis il l'a attrapée et... Elle a fondu en sanglots. Ça a l'air horrible, dis-je. Peux-tu venir, s'il te plaît?
Tu es doué en situation de crise. Tu sais toujours quoi faire. Tu te souviens quand papa a eu son accident? C'est toi qui as gardé tout le monde calme. Je me souviens d'avoir été utile, j'ai acquiescé. Alors, tu viens? Je me suis approché de ma fenêtre et j'ai regardé la rue calme. Un voisin tondait sa pelouse. Un couple passait avec leur chien. Tout était normal et paisible. Maman, dis-je lentement. Papa n'a-t-il pas dit que certaines personnes ne cadrent tout simplement pas avec certains événements? Silence. Jenna. Ça semble être l'un de ces événements où je ne cadrerai pas. C'était différent. Madison voulait juste. Elle voulait que tout soit parfait. Et je n'étais pas assez parfaite pour en être témoin. Mais maintenant que tout est parti en vrille, soudainement je cadre. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ta sœur a besoin de sa famille. J'ai failli rire à nouveau. Vraiment? Parce qu'il y a quelques semaines, elle a clairement fait savoir que je n'étais pas assez famille pour mériter une place à son mariage. Pas même au dernier rang. Pas même en tant que pensée après coup. Tu es mesquine. Peut-être, mais je suis mesquine depuis le confort de ma propre maison, en mangeant de la glace et en regardant la télé, ce qui est exactement là où vous me vouliez tous aujourd'hui. Nous avons fait une erreur. D'accord, nous avons eu tort. C'est ça que tu veux entendre? En fait, je voulais l'entendre il y a un mois, avant que les invitations ne soient envoyées, avant que vous ne rendiez tous parfaitement clair où je me situe dans cette famille. Plus de voix en arrière-plan. Papa disant quelque chose que je ne pouvais pas distinguer. Quelqu'un qui pleurait, probablement Madison. S'il te plaît, murmura maman. Je t'en supplie. J'ai regardé mon écran. Des dizaines de notifications, des photos qui continuaient d'affluer. Des vidéos maintenant, aussi. Je pouvais voir le chaos se dérouler en temps réel. L'organisatrice essayant de rétablir l'ordre. Les invités s'éloignant du marié de plus en plus volatile. Le mascara de Madison coulant sur son visage. Le fait est que j'avais passé 3 semaines à imaginer ce moment. Pas le désastre spécifique, évidemment, mais le moment où ils auraient besoin de moi, où ils réaliseraient que j'étais utile, après tout. Dans mes fantasmes, j'étais froide et tranchante, livrant la réplique dévastatrice parfaite qui leur ferait comprendre à quel point ils m'avaient blessée. Mais debout dans mon appartement, le téléphone collé à mon oreille, écoutant ma mère pleurer, je ne me sentais en rien victorieuse. Je me sentais juste épuisée. Une partie de moi, celle qui avait aimé ma sœur pendant 27 ans, voulait céder, voulait se précipiter là-bas et arranger les choses d'une manière ou d'une autre, être la personne fiable, celle qui nettoyait les dégâts. J'avais été cette personne toute ma vie, la responsable qui gérait les urgences pendant que Madison s'effondrait. Quand papa a eu son accident de voiture il y a 5 ans, Madison avait été hystérique. C'est moi qui avais appelé le 911, qui était monté dans l'ambulance, qui m'était occupé des papiers d'assurance. Quand maman a eu sa peur du cancer, Madison avait sombré dans l'anxiété. C'est moi qui avais coordonné les rendez-vous chez le médecin et les horaires de médicaments. Ils avaient toujours eu besoin de moi quand les choses allaient mal, mais jamais quand les choses allaient bien. Jenna, s'il te plaît, tenta de nouveau maman. Quoi qu'il se soit passé entre toi et Madison, nous pouvons arranger ça. Mais en ce moment, elle a besoin de toi. Nous avons tous besoin de toi. Vous aviez tous besoin que je reste à l'écart il y a 3 semaines, dis-je calmement. Vous avez été très clair à ce sujet. C'était différent. Comment? Comment c'était différent? Parce que Madison voulait sa journée parfaite sans que je sois là pour la gâcher. Eh bien, elle a eu son lieu parfait, sa robe parfaite et sa liste d'invités parfaite. Ce n'est pas ma faute si ça ne s'est pas avéré parfait. Tu sais que ce n'est pas juste. Ce qui n'était pas juste non plus, c'était de me dire que je ne cadrais pas avec certains événements. Ce qui n'était pas juste non plus, c'était de voir ma propre famille m'effacer de quelque chose d'important parce que je ne suis pas assez impressionnante pour leurs standards. Maman a émis un son étranglé. C'est ça que tu penses? Que nous ne t'apprécions pas? Je ne le pense pas, maman. Vous l'avez prouvé.
Avec chaque réunion de planification à laquelle je n'étais pas invitée, chaque événement prénuptial dont j'étais exclue, chaque groupe de discussion familiale où vous discutiez tous du grand jour de Madison en prétendant que je n'existais pas. Nous avons fait une erreur. Vous avez fait un choix. Il y a une différence. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de papa, sèche et exigeante. Est-ce qu'elle vient ou non? Maman a masqué le téléphone, mais j'ai attrapé sa réponse. J'y travaille. J'y travaille, comme si j'étais un problème à résoudre, un outil à prendre quand on en a besoin et à jeter quand on n'en a plus. Mais une autre partie, celle qui avait passé 3 semaines à se sentir invisible et indésirable, a tenu bon. Certaines personnes ne cadrent tout simplement pas avec certains événements, murmurai-je, faisant écho aux paroles de papa. Puis j'ai raccroché. Les appels ont continué à arriver. Maman, papa, Madison elle-même, bien que je n'ai pas répondu aux siens. Des cousins, des amis de la famille. Même la sœur de Tyler, que j'avais rencontrée exactement 2 fois, a envoyé un message suppliant. Chaque message vocal était une variation sur le même thème. Ils avaient besoin de moi. Madison était dévastée. La famille était en crise. Ne pouvais-je pas mettre de côté nos différends juste pour cette fois? Ce qu'ils ne disaient pas, mais que j'entendais clairement, c'était que mes sentiments n'importaient pas. Pas vraiment. Ils n'importaient que dans la mesure où ils devenaient un inconvénient pour tous les autres. Ma douleur était acceptable tant que je la gardais pour moi. Au moment où elle interférait avec ce qu'ils voulaient, elle devenait un problème qui devait être résolu. J'ai complètement mis mon téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre la table basse. Pendant les heures qui ont suivi, je ne l'ai pas vérifié une seule fois, j'ai juste regardé ma série et j'ai essayé d'ignorer le nœud qui se formait dans mon estomac. Vers 18 heures, la curiosité l'a emporté. J'ai pris mon téléphone pour trouver 17 appels manqués et 43 messages textes. L'un venait de ma tante Barbara. Contrairement aux autres, elle ne s'est pas immédiatement lancée dans des supplications. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé, disait-elle dans un message vocal. À propos de l'exclusion du mariage. Je ne savais pas que tu n'étais pas invité jusqu'à aujourd'hui. J'aurais dit quelque chose si j'avais su. Appelle-moi quand tu seras prête. Quelle partie? L'exclusion ou le désastre? Les deux, soupira-t-elle. Je ne savais pas que tu n'étais pas invité jusqu'à aujourd'hui. J'aurais dit quelque chose si j'avais su. L'aurait-elle fait? Ou aurait-elle fait les mêmes calculs que tout le monde? La journée parfaite de Madison contre mes sentiments, avec mes sentiments perdant à chaque fois. C'est fait maintenant, dis-je. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Ce qu'ils ont fait était cruel. Je veux juste que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu es sacrifiable. Le mot a frappé fort. Sacrifiable. C'est exactement ce que j'avais été. Un élément qui pouvait être coupé du budget sans conséquence. Merci, ai-je réussi à dire. Cela dit, et je ne te dis pas quoi faire, mais si tu décides d'y aller, ce ne sera pas parce que tu es faible. Ce sera parce que tu es meilleur qu'il ne le mérite. Après qu'elle a raccroché, je suis restée assise avec ces mots pendant un long moment. Était-ce la bonne chose à faire, la chose gentille, que d'y aller? Ou est-ce que cela leur apprendrait simplement qu'ils pouvaient me traiter comme ils voulaient et que j'accourais toujours quand ils appelleraient? J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retournée à ma série. Le prochain texto qui a brisé ma résolution est venu d'une source inattendue, la demoiselle d'honneur de Madison, Brittany. Nous n'avions jamais été proches. Elle avait toujours semblé me regarder de haut, de la même manière que les autres amis de Madison. Mais son message était différent des autres. Tu es la sœur de Madison et tu mérites d'être à son mariage. Ce qu'ils t'ont fait était dégueulasse. Je suis désolée de ne rien avoir dit quand je l'ai découvert. Mais venir ici maintenant n'arrangera rien. Ça leur apprendra juste qu'ils peuvent te traiter comme de la merde et que tu viendras quand même. Ne viens pas. Elle a besoin de réfléchir à ce qu'elle a fait. Je l'ai lu 3 fois. Quelqu'un du cercle intime de Madison comprenait réellement. Voyait réellement la situation clairement au lieu de simplement exiger que je rentre dans le rang. Je n'ai pas répondu, mais quelque chose en moi s'est apaisé.
La culpabilité qui me rongeait, la voix qui disait que j'étais mesquine, que la famille était censée pardonner, s'est tue. Brittany avait raison. Me pointer maintenant ne ferait que renforcer le schéma, leur dirait que mes limites ne signifiaient rien. Au cours des heures suivantes, plus de détails ont émergé via les réseaux sociaux et les textos que je parcourais sans répondre. Tyler avait apparemment caché un problème d'alcool, quelque chose que Madison ne savait pas ou s'était convaincu que ce n'était pas sérieux. Il était ivre depuis le matin, ajoutant de la vodka dans son jus d'orange pendant les photos de préparation. Au moment où les vœux ont été échangés pendant la cérémonie en plein air, il était à peine cohérent, mais a réussi à tenir le coup. La réception s'est tenue à l'intérieur de la salle d'événements du vignoble. Pendant son toast, environ 1 heure après le début du dîner, il était sorti du script. Il a commencé à parler du mariage comme d'un piège. De la façon dont Madison était trop contrôlante. Comment il se sentait étouffé par sa planification, son perfectionnisme et son besoin constant que tout soit parfait. L'ironie ne m'a pas échappé. L'obsession de Madison pour la perfection, le même perfectionnisme qui l'avait conduite à exclure sa propre sœur, avait fait fuir le marié qu'elle était si désespérée d'impressionner. Elle avait sacrifié sa famille pour quelqu'un qui ne voulait même pas l'épouser. Madison avait essayé de prendre ça à la légère, de jouer la carte de l'indifférence devant leurs 200 invités. C'est à ce moment-là qu'il lui a attrapé les cheveux et l'a tiré vers lui, en disant quelque chose que le microphone n'avait pas capté clairement. Quelque chose qui l'a fait pâlir. Selon les témoignages qui affluaient sur les réseaux sociaux, Tyler avait dit « Tu es exactement comme ta mère ». Fausse, superficielle, obsédée par ce que les gens pensent. Le témoin était intervenu. Tyler l'avait poussé. Le chaos avait éclaté à partir de là. Les invités avaient commencé à filmer immédiatement, parce que bien sûr qu'ils l'avaient fait. Rien ne reste privé de nos jours. Le cauchemar de Madison vivrait pour toujours en ligne, partagé et repartagé par des gens qui trouvaient du divertissement dans son humiliation. La police a été appelée. Tyler a été expulsé du lieu. Madison a été vue pour la dernière fois enfermée dans la suite nuptiale, refusant d'en sortir. La réception a été annulée. Les invités sont sortis en silence, choqués, beaucoup filmant et postant encore. Le mariage qui devait être parfait était devenu un désastre viral. Et j'avais manqué tout ça parce que je n'étais pas invitée. Mais voici ce que j'ai réalisé alors que j'étais assise seule dans mon appartement, regardant l'histoire se dérouler à distance. Je n'étais en fait pas désolée de l'avoir manqué. Non pas parce que j'étais contente que Madison ait été blessée, mais parce qu'en être témoin n'aurait rien changé. Je n'aurais pas pu l'empêcher. Je n'aurais pas pu l'arranger. Je n'aurais pas pu l'améliorer. Tout ce que j'aurais pu faire, c'était être là pour nettoyer les dégâts après coup, être utile de la manière dont j'avais toujours été utile, comme personnel de soutien pour la vie des autres, jamais le personnage principal de la mienne. Le dimanche matin a apporté plus de messages. Ceux-ci étaient différents de ton, apologétique, honteux. Papa a envoyé un long texto sur le fait qu'ils avaient eu tort de m'exclure, que la famille devrait rester soudée, qu'il espérait que je pourrais leur pardonner. Son message se terminait par « Je sais que j'ai dit des choses qui t'ont blessé. J'essayais de soutenir les souhaits de Madison, mais j'aurais dû te défendre à la place. Tu es ma fille et tu méritais mieux. » C'était probablement la chose la plus vulnérable émotionnellement que papa m'ait écrite depuis des années. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu être émue, mais le timing le rendait creux. Il ne s'excusait pas parce qu'il avait sincèrement vu l'erreur de ses voix. Il s'excusait parce que la journée parfaite de Madison avait implosé et que maintenant ils avaient besoin de moi. Où était cette prise de conscience il y a 3 semaines ? Où était cette perspicacité quand j'avais demandé pourquoi mon nom n'était pas sur la liste des invités et qu'il avait dit que certaines personnes ne cadraient pas avec certains événements ? Le message de Madison était plus court. Je suis désolée. J'ai été horrible avec toi. Tu ne méritais pas ça. 6 mots qui étaient censés effacer des semaines de blessures. 6 mots qui n'expliquaient rien, ne montraient aucune réelle compréhension de ce qu'elle avait fait, n'offraient aucun chemin vers l'avant. Maman voulait qu'on se voie pour un café, pour parler, pour expliquer. Son message disait, il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur la pression que Madison subissait.
S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. J'aime mes 2 filles et je déteste que nous soyons fracturés comme ça. La pression que Madison subissait. Comme si la pression justifiait la cruauté. Comme si être stressé par la planification d'un mariage rendait acceptable d'exclure sa propre sœur. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, je suis allé courir, 8 kilomètres à travers mon quartier, me poussant jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes me fassent mal. La douleur physique était plus facile à traiter que la douleur émotionnelle. Elle avait une cause et un effet clair. Pousser trop fort, sentir la brûlure. Simple. Quand je suis revenu, en sueur et épuisé, il y avait cet autre message. Quelques-uns de parents que je connaissais à peine, soudainement inquiets pour moi. Un de la colocataire d'université de Madison me disant que j'étais égoïste. Un autre d'un cousin qui disait qu'il comprenait mais espérait que je reconsidérerais pour le bien de l'unité familiale. L'unité familiale ? Quelle blague ! Ils voulaient l'unité selon leurs termes, avec moi jouant le rôle qu'ils m'avaient assigné, celle qui comprend, celle qui pardonne, celle qui absorbe la douleur sans se plaindre. Plus tard dans l'après-midi, j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai parcouru de vieilles photos sur mon téléphone, des photos de Madison et moi au fil des ans. Costume d'Halloween, matin de Noël, sa remise de diplôme du lycée où j'avais été si fière d'elle, le jour de l'ouverture de ma librairie où elle s'était pointée avec du champagne et des ballons. Il y avait une photo de l'année dernière seulement. Nous deux à un concert, les bras l'une autour de l'autre, toutes les deux en train de rire de quelque chose. Nous avions l'air de sœurs qui s'appréciaient vraiment, qui choisissaient de passer du temps ensemble, qui avaient des blagues privées et une histoire partagée qui signifiait quelque chose. Quand est-ce que ça avait changé ? À quel moment étais-je devenu quelqu'un dont elle avait honte plutôt que quelqu'un qu'elle voulait à ses côtés ? J'ai fermé l'application photo avant de pouvoir sombrer davantage dans la nostalgie. Le passé n'importait pas. Seul le présent comptait, et dans le présent, Madison avait clairement exprimé ses sentiments. Lundi, je suis allé travailler comme d'habitude. Diane avait tout vu en ligne. Apparemment, tout le monde en ville l'avait vu. Elle m'a jeté un regard compatissant quand je suis arrivé, mais n'a pas insisté. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « J'y travaille », ai-je dit honnêtement. Mon service de l'après-midi a été calme jusqu'à ce que Madison entre vers 15 heures. Elle avait une mine affreuse. Cheveux en chignon désordonnés, pas de maquillage, portant un pantalon de survêtement et un vieux sweat d'université. Rien à voir avec la sœur soignée et impeccable que j'avais connue. Cela faisait 2 jours depuis son désastre de mariage, et elle n'avait clairement pas beaucoup dormi. « S'il te plaît, ne me jette pas dehors, dit-elle doucement. Je rangeais des livres dans la section fiction. Je n'y penserai même pas. Les clients sont toujours les bienvenus. Jenna. Nous avons une excellente sélection de livres de développement personnel si ça t'intéresse. Rayon 5. Elle m'a suivi alors que je passais à l'étagère suivante. Je mérite ça. Tu mérites bien plus que ça. Je sais. J'ai été horrible. Cruelle. Tu es ma sœur et je t'ai traité comme si tu n'étais rien. Je me suis finalement retournée pour lui faire face. Elle avait pleuré récemment. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Bien. Pourquoi, ai-je demandé. C'est ce que je veux vraiment savoir. Qu'ai-je fait de si terrible que tu ne pouvais pas supporter de m'avoir à ton mariage ? Le visage de Madison s'est décomposé. Rien. Tu n'as rien fait. C'est ça le pire. Alors explique-moi. Elle s'est affalée sur le siège près de la fenêtre que nous gardions pour les clients qui voulaient feuilleter en s'asseyant. Tu vas me trouver pathétique. Probablement, mais j'écoute. Les parents de Tyler sont des gens incroyablement prospères. Son père est chirurgien. Sa mère dirige une organisation à but non lucratif. Sa sœur est avocate. Son frère travaille dans la finance. Et ils ont tous ces familles parfaites avec des enfants parfaits qui font des choses parfaites. Et alors ? Alors la mère de Tyler n'arrêtait pas de faire des commentaires sur ma famille.
Rien de méchant directement, juste de petites observations comme le fait que ta librairie était charmante, sur ce ton qui voulait dire sans succès, ou que le community college était un choix pratique pour certaines personnes. Et j'ai commencé à nous voir à travers leurs yeux. À te voir à travers leurs yeux. Une chaleur a envahi ma poitrine. Tu avais honte de moi. J'avais honte de moi-même de me soucier de ce qu'ils pensaient. La voix de Madison s'est brisée. Je savais que c'était mal. Je savais que tu valais 10 de ces snobs moralisateurs. Mais je voulais tellement leur approbation. Je voulais que la mère de Tyler pense que je venais du bon type de famille. Alors j'ai simplement effacé les parties qui ne correspondaient pas à l'image. Les parties, c'est-à-dire moi. Oui. Et ça me rend malade maintenant. Tu devrais voir les messages que je reçois de la famille de Tyler. Sa mère m'a traité de commune. A dit qu'elle avait toujours su que Tyler se mariait en dessous de sa condition. Cette femme dont j'ai cherché l'approbation à tout prix s'est complètement retournée contre moi parce que son précieux fils a montré son vrai visage devant tout le monde. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, j'aurais dû apprécier de l'avoir récolté ce qu'elle avait semé. Mais en regardant ma sœur brisée, humiliée, je me sentais surtout fatiguée. Le mariage est terminé avant d'avoir commencé, a poursuivi Madison. Tyler entre en cure de désintoxication la semaine prochaine. Sa famille veut une annulation. La mienne est furieuse. J'ai perdu les acomptes pour la lune de miel, l'appartement où nous devions emménager, tout. Et le pire, ce n'est rien de tout ça. Le pire, c'est de savoir que j'ai rejeté la seule personne qui aurait vraiment été là pour moi à travers tout ça. La seule personne qui ne m'a jamais jugée ni attendu que je sois parfaite. C'est un beau discours, dis-je. Vraiment émouvant. Maman t'a aidé à l'écrire? Jenna. Non, sérieusement. Vous vous êtes assises toutes ensemble pour discuter de la manière de me manipuler pour que je revienne dans la famille? Quel est le plan de match ici? J'accours, reconnaissante pour les miettes d'attention, et tout redevient normal. Il n'y a pas de plan de match. Je voulais juste te dire que je suis désolée. D'accord, tu me l'as dit. C'est tout. Elle s'est levée, s'essuyant les yeux. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'essaie de m'excuser. Je ne veux rien de toi, dis-je honnêtement. C'est ce que tu ne comprends pas. Vous m'avez tous appris que je ne suis pas essentielle à vos vies. Cette leçon est restée. Alors c'est tout? Nous ne sommes plus sœurs? Nous serons toujours sœurs, mais être parente ne signifie pas que je dois te laisser continuer à me faire du mal. Tu as fait un choix sur le genre de sœur que tu voulais être. Je fais un choix sur le genre de traitement que j'accepterai. Madison est restée là un long moment, les larmes coulant sur son visage. Puis elle s'est retournée et est partie sans un autre mot. Diane est apparue de l'arrière-boutique où elle avait clairement écouté. C'était brutal. Ouais. Ça va? Demande-moi dans quelques mois. Le problème avec le fait de poser des limites, c'est que ça ne fait pas du bien au début. On se sent dur, méchant et mal, surtout avec la famille. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je me sentais coupable de ne pas répondre. Chaque texto que je laissais en lu me faisait mal au ventre. Mais lentement, autre chose a commencé à se produire. De l'espace s'est ouvert. Une marge de manœuvre. L'énergie qui avait été dépensée à gérer leurs attentes et à absorber leurs déceptions est devenue disponible pour d'autres choses. J'ai commencé à prendre un cours de poterie qui m'intéressait depuis des années, j'ai fait des projets avec des amis que j'avais négligés, j'ai passé des week-ends à faire de la randonnée au lieu d'assister à des dîners de famille où je me sentais comme une obligation. 6 semaines après le désastre du mariage, papa s'est présenté à mon appartement. J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais la curiosité l'a emporté. Ta mère est hors d'elle, dit-il, debout dans mon minuscule salon. Ça ressemble à un problème qui la concerne. Ne sois pas désinvolte. Tu déchires cette famille. Je ne fais rien. Je vis ma vie. Sans nous. Vous avez clairement fait savoir que vous pouviez vivre sans moi au mariage de Madison. Il s'avère que ça marche dans les deux sens. La mâchoire de papa s'est crispée. Il n'avait pas l'habitude d'être contesté.
J'ai dit quelque chose de blessant. Je me suis excusée. Ah bon? J'ai dû manquer ces excuses. Tout ce que j'ai eu, c'est un texto disant que tu espérais que je te pardonnerais. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Que je rampe? Une humiliation publique? Je veux que tu comprennes réellement ce que tu as fait, mais cela exigerait de me voir comme une personne avec des sentiments au lieu d'un problème à gérer. Il est parti 20 minutes plus tard, frustré et en colère. Je m'en fichais. Madison a essayé encore quelques fois au cours des mois suivants. Des invitations à prendre un café que j'ai déclinées. Des textos auxquels j'ai répondu poliment mais avec distance. Elle voyait un thérapeute, disait-elle, travaillant sur ses problèmes de complaisance et son perfectionnisme toxique. Tant mieux pour elle. Maman m'a envoyé des articles sur le pardon et les liens familiaux. Je lui ai renvoyé des articles sur les dynamiques familiales toxiques et l'importance du respect de soi. Thanksgiving est venu et passé. Je l'ai passé avec la famille de Diane au lieu de la mienne. Noël est arrivé en décembre et j'ai finalement accepté de dîner, mais seulement à mes conditions. Le dîner de Noël a été gênant. Je suis restée en surface. Pas de conversation profonde, pas d'embuscades émotionnelles. Ils ont essayé de respecter mes limites, même si je pouvais sentir leur frustration bouillonner sous une politesse forcée. Au printemps suivant, les choses avaient atteint un nouvel équilibre. Nous étions de nouveau une famille. Techniquement. Nous échangions des politesses, assistions à des rassemblements obligatoires, mais la complicité avait disparu, remplacée par quelque chose de cordial et distant. Madison me contactait occasionnellement, essayant toujours de reconstruire. Parfois je répondais, parfois non. Cela dépendait de mon humeur et de mon niveau d'énergie. « Penses-tu que tu leur pardonneras un jour ?» m'a demandé Diane un après-midi au travail. Je l'ai déjà fait, en grande partie. Le pardon ne signifie pas l'oubli. Ça ne signifie pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Ça signifie juste que je ne porte plus de rage en moi. Mais tu les gardes toujours à distance. Parce que j'ai appris quelque chose d'important. Quand les gens te montrent qui ils sont et ce que tu représentes pour eux, crois-les. Ils te le diront avec leurs actions, ce que leurs mots n'admettront pas. C'est assez sombre. Peut-être. Mais c'est aussi libérateur. J'ai perdu tellement de temps à essayer d'être assez bien pour eux, à essayer de correspondre à leur vision de qui je devrais être. Maintenant, je suis juste moi-même. Et si ça ne leur plaît pas, c'est bien. Ça me plaît. C'est suffisant. 1 an après le mariage qui n'en fut pas un, j'ai croisé Tyler dans un café du centre-ville. Il avait l'air différent, en meilleure santé, plus calme, sobre, évidemment. Ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été les quelques fois où je l'avais vu avant les fiançailles. « Jenna, c'est ça, dit-il prudemment. La sœur de Madison. On s'est rencontrés à sa fête d'anniversaire l'année dernière. » Je m'en souvenais vaguement. Un restaurant bondé, de brèves présentations, Tyler sirotant ce que je réalisais maintenant n'être probablement pas son premier verre de la journée. C'est moi. Je te dois des excuses. En fait, je dois des excuses à tout le monde, mais à toi en particulier. Madison m'a raconté ce qu'ils t'ont fait, comment elle t'a exclu. C'était dégueulasse. C'est de l'histoire ancienne, dis-je. Pourtant, pour ce que ça vaut, elle parle beaucoup de toi. De combien ça lui manque de t'avoir dans sa vie. Elle sait où me trouver. Elle a peur que tu ne lui pardonnes jamais vraiment. J'ai réfléchi à cela. Peut-être pas. Pas de la manière qu'elle souhaite, en tout cas. Mais je ne suis plus en colère. J'ai juste des priorités différentes maintenant. C'est juste, dit Tyler doucement. Parfois, l'électrochoc arrive trop tard. Il est parti et je suis restée assise avec mon café, pensant au pardon, à la famille et au désordre compliqué d'aimer des gens qui vous blessent. Mon téléphone a vibré. Madison. On peut parler? Pendant un long moment, j'ai fixé le message. Puis j'ai tapé en retour, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Parce que la guérison n'est pas linéaire. Les limites ne sont pas cruelles. Et parfois,
La chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de murmurer ou non quand tout le monde s'attend à ce que vous disiez oui. C'est ce que j'avais murmuré quand maman m'avait appelé en larmes pendant le chaos du mariage. Juste un mot silencieux, non. Ça m'avait semblé la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Avec le recul, c'était peut-être la chose la plus bienveillante que j'ai jamais faite pour moi-même. Et au final, c'était suffisant.